Taux négatif de la Banque centrale du Japon, la BOJ. C'est terminé. Quelles conséquences? Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver, une nouvelle édition du Fast and Forex. Nous sommes le mercredi 20 mars 2024. Depuis hier, la Banque centrale du Japon a terminé avec, alors non pas 30 ans de politique monétaire accommodante, n'exagérons pas, mais on a terminé avec 8 ans de taux d'intérêt négatifs. Au sein de toutes les banques centrales majeures, la BOJ, Bank of Japan, était la dernière à pratiquer des taux d'intérêt négatifs, alors que les autres banques centrales occidentales ont lancé, vous le savez, une campagne de resserrement monétaire, alors dont le plafond a été atteint l'année dernière, pour lutter contre l'inflation. Alors, c'est quelque chose qui était attendu par le marché, notamment depuis que le principal syndicat japonais avait négocié une hausse de salaire supérieure à 5% pour les salariés japonais, ce qui n'avait pas été le cas depuis le début des années 90, et c'était un baromètre avancé. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la Banque centrale du Japon était la dernière banque centrale à pratiquer des taux d'intérêt négatifs, en tout cas pour ce qui est du taux directeur de la Banque centrale. Les taux d'intérêt obligataires du Japon, eux, sont légèrement positifs, mais toujours proches de zéro. Et nous allons donc en profiter pour faire un petit topo sur l'économie japonaise qui souffre de difficultés structurelles, même si là, il semble que 30 ans de déficit public, 30 ans de déficit budgétaire, 30 ans de dette publique alimentée par ces déficits budgétaires, 30 ans de politique monétaire accommodante semblent peut-être avoir permis au Japon de coller à cette fameuse cible des 2% d'inflation. Oui, parce que nous, on veut revenir à 2%, eux, ils veulent monter à 2%. Ils les ont dépassés dans le sillage de la vague d'inflation de la crise sanitaire. Maintenant, ils veulent s'y maintenir. Alors que nous, on rêve de repasser en dessous. Bon, enfin, légèrement en dessous. Donc, on va parler de ça, un petit topo sur le Japon. Ensuite, la suite. Est-ce simplement un taux directeur qui passe de moins 0,1? Maintenant, sa nouvelle fourchette, c'est 0 à plus 0,1. Pas non plus un truc de fou furieux, mais quand même, c'est la fin des taux négatifs de la BOJ, qui est dans le top 5 des plus importantes banques centrales du monde, donc ce n'est pas rien. Maintenant, la suite. Est-ce le début d'un cycle de resserrement monétaire? C'est-à-dire, va-t-il y avoir un pivot, mais à la hausse? C'est-à-dire l'engagement de plusieurs hausses consécutives? Ou est-ce simplement une hausse unique pour le principe d'être sorti des taux négatifs? Et ça, c'est la clé pour savoir quel impact cela aura sur le yen, et notamment sur le taux USD-yen, qui reste de toute façon overall sous l'influence de la Fed. Overall, c'est l'USD qui a le dessus. Lorsque je vois les premières réactions sur le taux USD-yen, je vais vous montrer un certain nombre d'outils. Et puis on parlera aussi d'analyse technique. C'est parti mes amis, allez, on ne perd pas davantage de temps. Taux négatif de la BOJ, c'est terminé. Quelles conséquences en toute transparence? Alors oui, eh bien c'est terminé, c'est monsieur Kazuo Ueda, ce beau monsieur, qui a donc, photographie vient de Bloomberg, annoncé cela, mardi 19 mars, la fin des taux négatifs de la BOJ. Alors c'est quand même, juste pour rappeler un peu ce qui est comparable, c'était donc attendu, is coming to an end, maintenant c'est fait. Ça vous rappelle quand même cette comparaison ici du taux directeur de la Fed, du taux directeur de la Banque Centrale Européenne, et donc depuis 2016, alors que pourtant le Japon a connu une vague inflationniste. Je vais en parler dans un instant, mais le Japon a lui aussi eu, alors certes, n'a pas atteint les taux d'inflation qu'on a connus en Europe ou aux États-Unis, mais tout de même un taux d'inflation nominal qui s'est envolé, et le voilà qui retombe. Donc nous, en Europe, on a ça, on est content. Sauf que la BOJ, maintenant, elle veut rester ici, elle. Et donc, le fait qu'elle ait cessé de pratiquer des taux négatifs, c'est quand même pas rien. Si on prend encore une petite dernière illustration, ça reste quand même... Non mais, ça reste quand même assez anecdotique. Alors oui et non, puisque derrière, il y a toute la politique monétaire non conventionnelle, avec, vous savez, les achats d'ETF, les achats d'obligations. Tout ceci va être aussi bouleversé et va progressivement cesser. Mais, overall, regardez ce graphique. Attendez, je vous le remontre. La politique monétaire de la Banque centrale du Japon reste quand même
accommodante. Et tout ça a commencé suite à l'éclatement de la bulle spéculative boursière et immobilière de la fin des années 80. Donc oui, on la voit à peine, cette petite hausse. En tout cas, c'est quand même la fin des taux d'intérêt négatifs. Alors, regardons maintenant tout ça plus en détail. Pourquoi la Banque centrale du Japon était la dernière à pratiquer des taux d'intérêt négatifs? Vous avez à droite l'illustration de la principale raison, en tout cas celle qui était structurelle, et vous avez ici une deuxième raison structurelle. Nous allons donc en parler. À la différence des grandes banques centrales occidentales, la Banque centrale du Japon n'a pas mené une campagne de resserrement monétaire pour lutter contre la vague d'inflation post-crise sanitaire. La BOJ a maintenant son taux directeur en territoire négatif. C'est désormais terminé, à contre-tendance totale de la Fed et de la BCE. Alors pourquoi? La raison est que le Japon est englué, était peut-être englué, dans une crise déflationniste depuis le début des années 1990, suite à l'éclatement de plusieurs bulles spéculatives dont vous avez ici l'illustration. Alors c'était à la base surtout une bulle immobilière, mais aussi une bulle boursière. D'ailleurs, notez que le Nikkei a récemment réatteint les sommets de 1990. Sauf que là, il n'y a pas eu en sous-jacent une énorme bulle immobilière. Alors, certains parleront de bulle boursière, ça c'est un autre débat. Mais dans tous les cas, si le Japon depuis 30 ans pratique cette politique monétaire ultra accommodante, et je vais vous remontrer le cycle des taux d'intérêt de la Banque centrale du Japon, voilà, c'est quasiment à plat depuis le milieu des années 90. Et vous voyez tout de suite la réaction vive de la Banque centrale du Japon suite donc à l'éclatement de la bulle immobilière, qui était à la fois l'éclatement d'une bulle immobilière de bureau, mais aussi l'immobilier résidentiel. Mais ce fut surtout le foncier à usage commercial qui chuta. Et depuis, voilà, donc, la bulle est ici très visible. Donc c'est cet éclatement de la bulle, et au final, le Japon, économiquement parlant, a perdu beaucoup de place dans l'économie réelle. Regardez ça dans l'économie mondiale. Vous avez ici un classement dynamique du classement des pays par PIB nominal. Regardez, en 93, 95, comment était le Japon. Regardez. Presque au niveau des États-Unis. Et depuis, le Japon n'a cessé de perdre en poids relatif. Vous allez voir, ça va décélérer fermement. Et voilà. Et depuis, le Japon a été englué dans cette phase de recul. Englué dans cette phase de recul négatif, et donc il a dû avoir recours à une politique monétaire et aussi, regardez, une politique budgétaire. L'envolée de la dette publique japonaise, qui représente quand même maintenant 265% du PIB. Je veux dire, la zone euro n'en est qu'à 90, les États-Unis qu'à 130, l'Allemagne à 66%, la France à 111%. Donc voilà, alors oui, alors après, je vous l'accorde, il y a la structure de la dette, il y a la détention de la dette, tout ça fait que ça reste quand même globalement sous contrôle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si le Japon était donc la dernière banque centrale à pratiquer des taux d'intérêt négatifs, c'est en lien avec des difficultés structurelles propres au Japon, et tout a commencé avec l'éclatement de la bulle immobilière à la fin des années 80. Après, il y a aussi un autre problème, qui est le vieillissement de la population, la baisse de la population, donc une structure démographique qui fait perdre en croissance économique potentielle à l'économie japonaise et qui rend nécessaire de toute façon un soutien monétaire et un soutien budgétaire permanent. C'est pourquoi il semble que Kazuo Ueda ait simplement voulu sortir la Banque centrale du Japon des taux négatifs sans pour autant engager un cycle haussier des taux d'intérêt. Et c'est ça qui va avoir un impact ou non sur le taux USD-Yen, ça reste la clé. Sachant que bon, c'est aussi ce que fera l'USD qui reste la clé. Regardez d'ailleurs, en bas à droite, je vous ai mis ici un histogramme de la population du Japon en millions d'habitants. C'est quand même pas rien, on est passé de 127 millions d'habitants à maintenant 123 millions d'habitants. Il y a donc ici de vraies difficultés structurelles. Alors, les raisons d'un pivot hawkish enfin possible, au final, donc, comme je vous l'ai expliqué, la Banque centrale du Japon a donc depuis hier, réalisé quand même une hausse de taux. On la voit à peine, il faut vraiment zoomer, il faut qu'on zoome à mort sur le graphe, mais elle a quand même réalisé ici une hausse de taux. Pourquoi cela a été possible? Alors, tout d'abord, ça fait longtemps que la Banque centrale du Japon cherchait à sortir des taux négatifs.
Tout simplement parce que cela commence à produire des effets négatifs sur l'économie japonaise via des sorties de capitaux. Effectivement, le fait que, avec l'envolée des taux d'intérêt en Occident hors Japon, eh bien, les capitaux, en particulier les fonds qui vont sur les placements monétaires, sont allés en Europe, aux États-Unis. Donc des sorties de capitaux, c'est jamais bon pour l'économie. Il y avait un risque financier pour l'économie japonaise. Et puis vous ajoutez à ça aussi le renchérissement des importations, avec la chute de la monnaie, la chute du yen, c'est-à-dire la tendance haussière de l'USD yen. Je vous ai expliqué plusieurs fois dans mes bilans forex que le yen est depuis plusieurs années consécutives la devise la plus faible du marché d'échange. Alors d'ailleurs, on va voir quel impact sur le yen. Là, dans un premier temps, ça ne le renforce pas. Ça ne le renforce pas parce que c'était dans les cours, parce que Kazuo Ueda a dit que c'était simplement une hausse de taux isolée, qu'il n'y en aurait pas plusieurs après, on verra bien. Et puis surtout parce que il y a la Fed ce mercredi, et c'est finalement dans USD Yen, c'est quand même la dimension USD qui a le dessus. Mais ça, je vais donc en parler. Alors pourquoi ça a été rendu possible? Eh bien parce que il y a eu un baromètre avancé très, très important. Tout d'abord, la Banque centrale du Japon pense avoir vaincu, alors pas l'inflation, mais avoir vaincu le risque déflationniste. Prenez quand même sur longue période, je vais vous montrer ça, sur très très longue période, l'inflation sous-jacente au Japon, l'inflation core, ça fait quand même depuis 30 ans qu'elle flirte avec le zéro et qu'elle a été parfois pendant plusieurs années consécutives sous zéro. Donc le Japon était bien en lutte contre la déflation. Et là, vous avez donc eu la poussée inflationniste liée à la crise sanitaire. Me direz-vous, maintenant ça retombe. La Banque centrale du Japon fait peut-être le pari risqué, elle fait le pari que ça retombe mais qu'on va rester à 2. Et pourquoi elle fait ce pari? Parce qu'au Japon, vous savez, vous avez un baromètre d'inflation qui est d'avancée qui est extrêmement respecté, qui consiste en la négociation salariale annuelle entre les entreprises et le principal syndicat japonais. Et vous avez ici en haut à droite du slide la négociation qui a été, pour 2024, dévoilée en fin de semaine dernière, avec une hausse historique, en tout cas pas vue depuis 30 ans, des salaires. Et donc c'est ça qui donne confiance à la Banque centrale du Japon quant au fait qu'elle ait donc atteint cet objectif des 2%. Alors, bon, naturellement, au pays du soleil levant, à Tokyo, au pays du mont Fuji, eh bien, la suite sera liée à ce que décidera la BOJ, mais pour le yen, il y a plusieurs enjeux. Alors, tout d'abord, rappelons une chose, la faiblesse du yen commence à être de plus en plus mentionnée par la Banque centrale du Japon. Mais là, hier, il n'en a pas été mention, mais nous savons que la chute du yen, et là, l'USD yen remonte vers ses récents plus hauts, donc effectivement, ça reste haussier. Hein, je vais être transparent là aussi sur le point de vue technique dans un instant. La Banque centrale du Japon a dit qu'à tout moment, elle pouvait intervenir. Mais la chose, c'est qu'elle a en face d'elle la Fed. Et récemment, il y a débat sur le pivot à venir de la Réserve fédérale des États-Unis. Aura-t-il lieu en juin ou plus tard? Y a-t-il ou pas une seconde vague d'inflation aux États-Unis? Y a-t-il un risque de stagflation aux États-Unis? Le soft landing est-il menacé? Autant de questions auxquelles la Réserve fédérale de Jérôme Powell répond mercredi soir et qui vont avoir un impact sur le marché d'échange, sur le USD yen, sur la dimension USD, qui vont écraser les décisions de la BOJ qui impactent le JPY, parce qu'au final, c'est le dollar US et la tendance de fond du dollar US qui reste le baromètre principal de la tendance de USD yen. Donc il y a plusieurs éléments techniques que je vais vous montrer qui sont intéressants à suivre. D'abord, facteur déterminant, le cycle des taux d'intérêt à venir de la Banque centrale du Japon. La question centrale étant de savoir s'il s'agit simplement de la fin des taux négatifs ou de l'engagement d'un cycle haussier des taux d'intérêt comme cela a été le cas aux États-Unis et au Japon. Cela sera déterminant pour la tendance de fond du yen. Par conséquent, pour que le yen soit haussier sur le marché d'échange, il faut que les taux d'intérêt nationaux du Japon poursuivent leur tendance haussière initiée sur les derniers mois. Alors là, justement, je vais vous montrer les réactions suite à la décision de la BOJ. Eh bien, c'est une réaction de prise de bénéfice. Alors pourtant, vous prenez le 2 ans japonais, il a quand même construit
ici plusieurs années de structure de renversement haussier. Il a quand même validé une espèce d'énorme double bottom. Vous prenez le 10 ans japonais aussi, il a validé un double bottom. Mais la tendance haussière était là, et là, donc, dans l'immédiat, vous constatez en données journalières, suite aux annonces de la BOJ, il y a un retracement. Tout l'enjeu est de savoir si simplement on retrace ça pour repartir ou pas. Mais dans l'absolu, il y a quand même maintenant une dynamique haussière des taux d'intérêt. Alors pourquoi le yen ne monte pas? Parce que sur le marché d'échange, ce qui compte avant, c'est le différentiel de taux d'intérêt. Et j'ai représenté ici le différentiel de taux d'intérêt entre le taux à 10 ans américain et le taux japonais à 2 ans. Et ça remonte. Alors, on échouera peut-être sous cette résistance, il faut la suivre, mais effectivement, si ça remonte, ça veut dire que les taux US remontent plus vite que les taux japonais, et donc forcément, in fine, cela a un impact sur le taux USD-Yen qui remonte chercher ses récents plus hauts. Donc ça, c'est la première chose à surveiller, je vais en parler tout de suite de l'USD-Yen. S'il devait s'avérer que la BOJ n'a pas l'intention d'engager un véritable cycle haussier de ses taux d'intérêt, alors la tendance du taux USD-Yen va continuer d'être d'abord liée à la tendance générale du dollar américain face à un panier de devises, c'est-à-dire que le taux USD-Yen va continuer d'être corrélé au fameux DXY, dont je vous parle souvent dans le Fast and Forex, dont je vais vous reparler en détail la semaine prochaine dans le prochain Fast and Forex quand j'aurai tous les éléments de la Fed, et avec toujours ce débat de savoir est-ce que la vague B est terminée ou pas. C'est l'enjeu majeur du moment, et au final, overall, c'est ça qui a le dessus sur la dynamique de l'USD-Yen. Le fait que la BOJ ait abandonné ses taux négatifs n'a pas été un élément déclencheur de rebond du yen qui reste sous pression, c'est un fait. C'est donc la Réserve fédérale des États-Unis ce mercredi 20 mars qui va avoir le dessus, et en particulier le marché veut savoir quelles sont les nouvelles anticipations de la Réserve fédérale en matière de Federal Funds Rate, sachant que vous avez sous les yeux le tableau des anticipations macroéconomiques de la Fed qui avait été dévoilé en décembre dernier, et ce soir, mercredi soir, il va être mis à jour. Le marché a besoin de savoir si la Fed s'inquiète du rebond de l'inflation, si la Fed s'inquiète du rebond du taux de chômage aux États-Unis, le fait aussi que l'inflation nominale soit en rebond, et donc la suite de l'USD-Yen va dépendre de ça. Est-ce que la Fed confirme qu'elle envisage 3 baisses de taux en 2024, ou est-ce que cela a changé? Et c'est ça qui sera déterminant pour la tendance du taux USD-Yen. Où en est-il donc sur le plan technique? Alors, je termine par ces éléments-là. Où en est-il sur le plan technique? Alors déjà, en prenant un graphique de long terme, moi j'ai toujours eu un scénario de long terme fractal en ABC. Voilà. Mon gros scénario en ABC, une A, une B. Le marché avait bien commencé la C, il remonte. Alors là aussi, je vais être transparent, un scénario a toujours une invalidation. Admettons donc que si j'utilise d'autres approches de l'analyse technique qui sont l'approche fractale, par exemple, le système Ishimoku, lui, a toujours eu et a toujours une approche bullish sur le taux USD-Yen, et ce tant que le niveau des 146 yens fait support, c'est un fait. Le RSI hebdomadaire est haussier ici au-dessus du niveau des 50. Alors donc ce scénario fractal d'une vague C où le marché aurait fait une 1, une 2 avant de repartir commence à être malmené, je vous l'accorde, et le niveau d'invalidation reste le même. Le niveau d'invalidation reste ici le niveau des 152 yens. Mais voilà, il faut quand même admettre une chose, c'est que la remontée des taux de la BOJ n'a pas enclenché de rebond du yen, c'est-à-dire que le fait de voir USD-Yen progresser, c'est le yen qui est sous pression. Alors c'est aussi la remontée du dollar US en lien avec les attentes demain de la Fed. Et derrière, voilà, le marché revient chercher ce niveau. Dans l'immédiat, dépasser cette résistance ici qui se situe à 150,88, on irait chercher 152. Dépasser 152, c'est l'invalidation, moi, du scénario fractal auquel je pensais pouvoir m'accrocher suite à ce qui pourtant a vraiment eu lieu. La hausse des taux de la BOJ, c'était mon scénario monétaire central, mais il ne se traduit pas par, pour le moment en tout cas, un rebond du yen sur le marché des changes. Vous avez donc là des niveaux techniques à surveiller. Maintenant voilà, qu'est-ce qui va se passer avec la Fed mercredi? Est-ce que ça va être à nouveau vendu comme ici ou breaké à la hausse? Bien ça, nous verrons bien les futurs niveaux techniques. Chers amis, ainsi s'achève cette vidéo sur la fin des taux négatifs de la BOJ. Prochaine étape, qu'est-ce que Monsieur Powell, qu'est-ce que Dieu Powell
nous préserve, nous annonce. Bonne semaine à tous, à la semaine prochaine, salut.